Bonsoir les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le thème de ce soir va porter sur l'euro, la monnaie européenne, et on va plus particulièrement se demander si l'euro a encore un avenir. Alors c'est une question qui fait un petit peu office de serpent de mer, parce que tous les 6 mois elle ressort, pour une raison ou une autre. Il y a les partisans du « oui, il faut balancer l'euro », il y a les partisans du « non, il ne faut pas balancer l'euro, au contraire ». Donc on va essayer d'apporter des éléments de réflexion, des éléments objectifs, comme d'habitude, pour essayer de se faire sa propre idée. Alors l'euro, à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est une monnaie unique, utilisée dans toute l'Union européenne par les 27 pays membres, enfin par certains pays membres, puisque certains, comme les Anglais par exemple, certains pays d'Europe du Nord, la Pologne aussi, ont refusé absolument d'utiliser l'euro et en sont restés à leur monnaie nationale. Bien. Alors, d'où vient l'euro ? C'est une réflexion qui est apparue déjà fort longtemps dans le passé de la démarche européenne, mais il faut quand même reconnaître qu'elle s'est précipitée au cours des années 1990. Bizarrement, ça s'est fait après la réunification de l'Allemagne en 1991, puisque je rappelle qu'avant de 1949 à 1991, l'Allemagne, il y en avait deux. Il y avait la RFA, la République fédérale allemande, et il y avait la RDA, la République démocratique allemande, RDA, qui était dans la sphère d'influence de l'ancienne URSS. C'est Moscou qui décidait ce qui se passait un petit peu en ancienne RDA. Donc voilà, en gros, un rappel historique, très bref. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que la France, la RFA, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, chacun avait sa propre monnaie nationale. On avait le franc français, on avait le franc belge, on avait la pesette en Espagne, on avait la lire en Italie. La valeur de ces monnaies était fixée par le marché monétaire mondial, et ce qui fait qu'il y avait des disparités. Le Deutschmark valait plus que le franc français, qui valait plus que le franc belge, qui valait plus que la lire, et puis ça permettait de faire des ajustements, ça permettait de favoriser la compétitivité de certaines industries. Alors quelquefois il y avait des dévaluations, quelquefois il y avait aussi des spéculations. On a eu des vagues de fortes spéculations menées par des financiers bien connus, George Soros pour pas le nommer, qui s'amusaient régulièrement à faire exploser certaines monnaies pour empocher des bénéfices absolument démentiels. George Soros, qui, depuis des décennies, essaye de se racheter une conscience en finançant des programmes philanthropiques. Il n'empêche que ce type, pour s'en mettre plein les poches, il a fait quand même pas mal de tort aux monnaies. Pour faire simple, faire tort à des monnaies, c'est faire tort à des industries nationales. Faire tort à des industries nationales, ça veut dire faire du chômage. Donc voilà un petit peu le contexte qui a donné l'idée à certains technocrates à Bruxelles de se dire, il y a une possibilité de sortir de ce cercle vicieux, on fait la même monnaie pour tous les membres, enfin, pour ceux qui veulent bien participer à cette aventure. Ça s'est concrétisé en 2002 avec l'abandon de certaines monnaies nationales et l'adoption de l'euro. Et c'est à partir de 2002 qu'on s'est mis à avoir dans nos poches des billets, des pièces, avec notamment la pièce ridicule de 1 centime d'euro, et puis des choses assez curieuses comme le billet de 500 €, qu'on le voit sous nos latitudes quasiment jamais passer, et grosso modo, pour faire simple, il n'y a que les Allemands qui l'utilisent. Et ça nous amène à un constat.
c'est que cet euro, très vite, il est apparu qu'il a été calqué sur les normes que les Allemands utilisaient autour du Deutschmark. Pour contrôler une monnaie, il faut une banque centrale. Cette banque centrale a été décalquée sur le mode de fonctionnement de la banque centrale allemande. Et donc, l'euro s'est mis à fonctionner avec des critères allemands. Et pour l'anecdote, le billet de 500 € a été défini parce que les Allemands ont un goût très prononcé pour l'argent liquide et surtout pour les grosses coupures. En Allemagne, il n'est pas exceptionnel d'acheter sa Mercedes ou sa BMW en payant cash le concessionnaire. Ça ne choque personne. Essayez de faire ça en France, vous allez avoir trac-fin, ou alors on va vous prendre votre argent au nom de la paix sociale. Les trafiquants de drogue et autres dealers comprendront ce que ça veut dire. Donc voilà un petit peu de quoi est fait et comment l'euro a été établi. Il y a une deuxième particularité de l'euro, c'est qu'avant, pour faire une monnaie, il fallait un pays, il fallait un État. L'État français, l'État belge, l'État allemand, si on sort de la sphère européenne, l'État américain, l'État fédéral américain, il faut un État. Si on réfléchit à l'européenne, cet État, il faut lui ajouter une nation. Une nation, c'est un peuple, c'est un groupe de personnes qui décident de vivre ensemble parce que ces personnes ont en commun une culture, une langue, des habitudes communes. Donc voilà un petit peu les bases qu'on a dans toute l'histoire de l'humanité pour forger une monnaie. Sauf que ça devait paraître trop simple, puisque les technocrates européens, ceux de Bruxelles, vous savez, ces gens qui ne seront pas élus, mais qui décident pour nous. Eh bien, ces gens ont décidé que sans doute ça devait être trop simple, et que comme ils n'avaient pas d'idée de rechange, et qu'ils ont sans doute senti que l'Union européenne était en train de s'essouffler, ils se sont dit, on va relancer le bastringue en créant une monnaie artificielle qui repose sur aucun des critères habituels, puisque l'Europe, ce n'est pas une nation, c'est une civilisation. On ne peut pas vraiment dire que les Français et les Allemands ont à peu près les mêmes manières de voir les choses. Peu importe. Les technocrates ont dit on fonce. Ils ont prétexté qu'avec une monnaie unique, c'en était fini des vagues spéculatives de Georges Soros et de tous ces oiseaux prédateurs de mauvais augure. Et c'est vrai que, en théorie, c'est pas totalement con comme idée. Sauf que vouloir imposer des critères qui ne sont valables que pour l'Allemagne, là, c'était plutôt friser carrément la grande connerie, le grand n'importe quoi. Comment voulez-vous que des pays à l'économie comme l'Espagne puissent digérer des critères qui ne sont valables qu'en Allemagne? Même nous en France. Comment voulez-vous qu'on survive, que notre industrie survive, avec des critères imposés qui ne sont valables que pour les industriels allemands? Donc de là à dire que l'euro a très bien servi certains intérêts industriels, économiques, financiers allemands, il n'y a qu'un pas. Ouais, mais aujourd'hui, en 2018, on le paye cash. Parce que bilan de l'opération, avec ces histoires d'euros, on n'a plus de variables d'ajustement. On ne peut plus procéder à des dévaluations. Il y a une monnaie pour tout le monde. Avec une valeur qui est manipulée par la Banque centrale européenne. Problème. D'autant plus problématique que, on a des pays au sud de l'Europe qui ne peuvent plus tenir. On a un exemple douloureux avec la Grèce qui a été cassée
complètement. Bon, c'est vrai que certains politiciens grecs avaient vraiment fait n'importe quoi. Mais est-ce que c'était une raison pour punir le peuple grec tel qu'il l'est puni aujourd'hui? Je vous pose la question. Plus proche de nous, il y a l'Italie. L'Italie, dont les technocrates de tous bords sont choqués parce que la droite et l'extrême droite est en train de faire une remontée spectaculaire, de plus en plus flagrante à chaque élection. Il serait peut-être temps que les technocrates bruxellois commencent à se remettre un petit peu en question, parce que si on en arrive là, c'est beaucoup de leur faute. Oui, mais l'économie italienne pèse beaucoup plus lourd dans l'Union européenne que l'économie grecque. Le système bancaire italien, il faut dire les choses comme elles sont, il est à la ramasse. Sauf que si le système bancaire italien saute, ça va avoir des conséquences. Bizarrement, ça va avoir des conséquences où? Ça va avoir des conséquences en Allemagne, puisque les banques allemandes ont prêté énormément d'argent aux Italiens. Si le système bancaire italien s'écroule, qui va rembourser les banques allemandes? Bon. Alors vous allez me dire, est-ce que ça ne nous éloigne pas un petit peu de l'euro, puisque l'euro c'est l'euro et les banques ce sont les banques? Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que si l'Italie sombre tout doucement à la ramasse, c'est en partie parce qu'on lui a imposé, parce que Bruxelles lui a imposé des critères autour de l'euro, des critères qui ne sont pas viables pour une économie comme l'Italie, pour une société comme la société italienne. Donc, à court terme, l'euro, ça a été une formidable opportunité pour l'économie allemande de prendre le dessus au niveau européen, de manière définitive. Ça a été une formidable opportunité pour les Allemands de finalement prendre leur ascendant, depuis le temps qu'ils en voulaient, depuis toutes les décennies qu'ils souhaitaient prendre l'ascendant sur l'Europe. Là, ils ont réussi, ils ont tenté 2 fois de le faire par les armes, on ne peut pas vraiment dire que ça a été un succès. Là, ils ont parfaitement réussi, sauf qu'à long terme, ça va aboutir sur une menace très sérieuse de chaos. Et c'est d'autant plus problématique que ce chaos, s'il a lieu, ça va faire sauter l'euro. Et puis en Allemagne, ça va avoir des conséquences dramatiques sur le système bancaire, donc ça va avoir des conséquences dramatiques sur l'économie allemande, donc ça va avoir des conséquences dramatiques sur la politique allemande, à une époque où l'extrême droite en Allemagne est en train de faire un carton. Il y a 100 députés de l'AfD au Reichstag. 100 députés, ça veut dire qu'ils ont une influence très importante sur les lois votées en Allemagne. Alors, dans une précédente vidéo, on a vu que de toute façon ça ne changeait pas grand-chose, puisque à 80% les lois nationales sont des transpositions des directives européennes. Ouais, mais enfin quand même, il y a bien un moment, ça va sans doute commencer en Italie, où les politiciens italiens vont dire, excusez-moi du terme, mais merde aux volontés bruxelloises, et si tout s'écroule, en Allemagne ça va être pareil. Donc tout ça, c'est pas très rose, tout ça, c'est franchement pas formidable, mais ça sous-entend une deuxième question. C'est celle de la légitimité du pouvoir. Nous arrivons à une époque où finalement, les questions sur l'euro, les questions sur les banques, les questions sur l'Union européenne, est-ce qu'au final, ça cache pas un combat entre 2 conceptions du pouvoir? Un pouvoir aux mains du peuple, comme on l'a voulu au travers de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, en réponse à la monarchie absolue, ce qui a abouti à la Révolution française, où on s'est libéré d'une monarchie absolue où il n'y a qu'un seul souverain, c'est le roi, souverain de droit divin. On est passé au « le souverain, c'est la volonté du peuple ».
Donc ça, c'est une conception démocratique. Et finalement, est-ce que, au travers de ces questionnements-là, aujourd'hui, via l'Union européenne, via la crise de l'Union européenne, via la crise de Bruxelles, est-ce qu'on n'a pas la volonté d'affirmation d'une seconde conception du pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir aux mains de technocrates qui sont nommés, qui se, entre guillemets, reproduisent entre eux et qui sont coupés du peuple? Et on en est là. Comment ça va évoluer? Nous verrons bien. Mais force est de constater que le peuple italien est en train d'apporter un début de réponse, puisque à chaque élection, les extrêmes de droite en Italie gagnent des points et petit à petit prennent le pouvoir. On l'a vu avec les dernières élections. Bilan de l'opération, qu'est-ce qu'on a? On a un bras de fer de plus en plus féroce entre les technocrates de Bruxelles qui ne sont pas élus et le nouveau gouvernement italien qui, lui, a été élu par la volonté populaire. Comment ça va évoluer? Nous verrons bien. Qui va gagner? Nous verrons bien. Mais il ne serait pas exclu de voir que les Italiens arrivent à mettre un coin très sérieux dans la suffisance monopolistique de la technocratie bruxelloise. Et on en vient à cette conclusion. Est-ce que finalement, euro, crise constitutionnelle au sein de l'Union européenne et tout ça, est-ce que on n'arrive pas tout doucement à la fin d'un cycle? Est-ce qu'on n'est pas enfin arrivé à une période où va bien falloir quand même qu'on pose à plat? Est-ce qu'on veut d'une Europe où on se fait dominer par quelques pseudo-experts, des experts qui, ça fait 50 ans qu'ils nous fichent dans le mur? Ou est-ce qu'on veut se libérer, et excusez-moi du terme, on va être cru, mais foutre en l'air une bonne fois Bruxelles? Parce que finalement, est-ce que le problème de l'Union européenne, ça ne serait pas Bruxelles? Donc voilà, en quelque sorte, une tentative de réponse, avec des éléments clairs, nets et précis, qu'on a essayé d'apporter de manière tout à fait objective. J'espère que ça va alimenter votre réflexion, et bien entendu que ça a tordu le cou à certaines idées de la bien-pensance qui veut nous faire croire que hors de l'Union européenne, point de salut. Il faut arrêter avec ce genre de bêtises. Voilà. Alors, dans l'intervalle, avant que tout n'explose, je vous invite à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche pour des notifications pour suivre l'actualité de la chaîne, mon actualité. Et puis, si vous voulez approfondir toutes ces questions, eh ben, je vous invite à vous rapprocher de mes différentes publications, mes ouvrages. Il y a des ouvrages sérieux, il y a des ouvrages un petit peu plus dans la fiction, mais d'une manière ou d'une autre, même quand c'est de la fiction, on arrive à ces questions-là. Je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt, et bonne réflexion pour devenir des citoyens vraiment responsables.